Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va terminer avec le top 4 des entreprises de qualité qui exercent dans le secteur de la consommation durable. D'accord? Donc, ce secteur-là fait partie de la grande industrie, du grand super secteur consommation défensive qui englobe en lui-même la consommation durable, le healthcare ainsi que les utilities. Donc, essentiellement, le secteur qui performe le mieux en période de récession. Ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent si vous achetez ces entreprises-là à n'importe quel prix. Attention, il faut les acheter au bon prix à la fin de la journée. Donc, ici, je vais vous présenter les 4 dernières entreprises dans l'industrie de la consommation durable qui, selon moi, sont présentement qualitatives. Donc, si vous allez sur la page de la chaîne, on a plusieurs vidéos où on parlait essentiellement de ce secteur-là. Donc, après ce secteur, on va passer directement sur le prochain, toujours dans nos super secteurs défensifs qu'on appelle le segment des healthcare. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos de top 5, mais maintenant, on va parler d'une autre industrie en particulier. Donc, ici, toutes les entreprises ici ont des avantages compétitifs. Certaines sont sous-évaluées ou pas. Donc ici, je vais faire une analyse rapide de chacune de ces entreprises-là. Ici, on en a 4. D'accord? On n'en a pas 5 aujourd'hui, on en a 4 absolument. Donc ici, on va regarder la première entreprise, c'est Keurig Dr Pepper. Je l'appelle toujours Dr Pepper parce qu'avant, c'était juste Dr Pepper. Donc Keurig, ici, c'est une entreprise qui exerce dans le secteur de l'agroalimentaire, mais notamment des boissons, le café, et notamment les boissons non alcoolisées. Donc ici, comme son nom l'indique, sans doute vous connaissez la marque Keurig pour les cafés. Donc le café à infusion, généralement, ils ont des machines pour le café à infusion. Donc vous pouvez voir les différentes marques qu'ils ont ici. D'accord? Ça, ce sont les différentes marques de café. Attention. Maintenant, les boissons non alcoolisées, vous avez Dr Pepper, 7-Up, Canada Dry, Schweppes. D'accord? Vous avez d'autres marques que je ne connais pas. Evian également appartient à Keurig. Voilà, grosse découverte. Soit à la fin de la journée, essentiellement, c'est la perception de la valeur de la marque qui est importante ici. Donc, en termes de revenus, si vous avez une stabilité des revenus sur les dernières années, stable croissance des revenus plutôt. Donc, c'est une croissance essentiellement par acquisition et de manière organique. Elle fait beaucoup d'acquisitions, cette compagnie ici. Mais à la fin de la journée, ça ne dérange pas. Là. Donc, du moment où vous faites l'acquisition d'entreprises qui ont la capacité d'améliorer la rentabilité ou bien d'ajouter un supplément à votre rentabilité, si vous l'achetez à un bon prix, c'est une bonne chose. Donc, ici, on a à peu près 7 à 8% en termes de croissance sur les 10 dernières années, 14% sur les 5 dernières, 19% sur les 3 dernières. Donc la croissance s'accélère. Mais attention, c'est parce qu'on a fait une acquisition en 2019. Donc faites très attention avec ces informations-là. Donc ici, c'est une entreprise, ici, les marges brutes sont à peu près stables, d'accord, même si on a une légère baisse sur les dernières années. Ça peut être dû également à l'acquisition ici, le temps de la digérer, voilà, ça entraîne généralement ce genre de variation. Mais quand vous regardez au niveau des marges brutes ici, les marges brutes ne changent, les marges opérationnelles sont stables. Donc attention. Donc c'est même une bonne chose ici parce que les marges brutes baissent, mais les marges opérationnelles restent stables. Peut-être qu'on est de plus en plus efficient également. Donc ici, après ça, nous avons ici les marges nettes à peu près stables. D'accord? Vous avez ici les free cash flow aux alentours de 2 milliards, 2 milliards 500 par an. Donc en moyenne ici, la moyenne des free cash flow ici, on peut se dire que on est aux alentours des 19% par là. Donc on va se dire ici que c'est une entreprise qui a la capacité de rapporter à peu près gentiment, on va se dire un petit 2 milliards, 2 milliards 500 par an. D'accord, on va prendre 2 milliards 500 juste pour vous donner un exemple ici. On va juste l'analyser ici à la volée. Donc ici, c'est l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow actuels en termes de dividendes. Quel est le rendement que vous allez obtenir? C'est ce qu'on recherche ici. Donc, en date d'aujourd'hui, il distribue un dividende qui vous donne un rendement de 2,18%. Mais si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici, quel est le rendement que vous allez obtenir? Qu'on avait dit 2 milliards 500 en termes de free cash flow. Donc, divisé ici par 48,73, ça donne ici à peu près 5,13% de rendement. D'accord? Donc, si elle vous distribue la totalité de ces free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez 5,13% en termes de rendement. Mais n'oubliez pas qu'elle a fait une acquisition. Donc, techniquement, on fait une acquisition. Également, on prend parfois de la dette. D'accord? Donc, on va également regarder ici son niveau d'endettement. Vous constatez que son niveau d'endettement est assez élevé depuis 2017, donc 2018. Mais il a tendance à diminuer ici. Par rapport à ce que l'entreprise rapporte ici, donc, elle a clairement la capacité de pouvoir repayer ce dividende-là, vu qu'elle a une capacité de free cash flow de près de 2 milliards 500 par an. Elle distribue un dividende ici qui est aux alentours qui prend à peu près 1 milliard en termes de free cash flow. Donc, il lui reste à peu près 1 milliard 500 pour pour pouvoir repayer la dette ici ou bien pour acheter des actions. Donc, ici, le nombre d'actions également a augmenté, ce qui est tout à fait normal. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est une entreprise ici qui, selon moi, n'est pas sous-évaluée. D'accord? Donc, si vous prenez en considération maintenant la croissance des revenus, etc., ça c'est une autre histoire. Mais elle n'est pas sous-évaluée. Elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, maintenant, si vous voulez en faire l'acquisition, ça dépend de vos propres analyses également. Donc, ici, je vous donne juste des mesures ici, des différents chemins de réflexion. D'accord? Donc, ici, vous ne prenez pas en considération cette période. Elle a dû faire, soit c'est un split
d'accord, ou bien c'est clairement une erreur ici. Une entreprise ne quitte pas de 120 à 124 dollars en une journée comme ça, et en plus c'est une ligne droite. Donc c'est très rare. Donc ici, c'est une entreprise qui est correctement évaluée et n'est pas surtout sous-évaluée. Le dividende est solide, mais la capacité la capacité de rendement ici par rapport au prix actuel, si on prend en considération nos free cash flow, est de 5,13%. Donc, ça, c'est le dividende. Maintenant, on passe à la deuxième entreprise qui est Reckitt et Benckiser. Donc, Benckiser, dépendamment de comment est-ce que vous allez lire cela. Donc, c'est une entreprise ici qui exerce plutôt, voilà, dans le secteur des produits. On est mi-produits pharmaceutiques, mi-produits d'entretien. Donc, vous allez voir, produits pharmaceutiques, en fait, c'est pas comme si c'était une compagnie pharmaceutique. En fait, c'est une entreprise qui a l'habitude de racheter des marques, voilà, de racheter des marques de produits dans des entreprises pharmaceutiques. Par exemple, si je vous disais que quand on appelle le Viagra, Viagra, en fait, c'est une marque, d'accord? Viagra, c'est une marque, donc c'est un produit pharmaceutique qui est arrivé à expiration depuis bien longtemps. D'accord, sauf que ça appartenait à Pfizer. Donc Pfizer, imaginez que Reckitt veut racheter la marque Viagra. Ils viennent chez Pfizer, ils achètent la marque Viagra. C'est-à-dire que quand quelqu'un va aller en pharmacie, au lieu qu'on lui donne le principe actif de Viagra, il va peut-être prendre voilà, la marque Viagra absolument. Mais généralement, Reckitt ne prend pas des médicaments sous prescription. C'est plutôt des médicaments voilà, en vente libre. Donc vous allez voir ici que vous allez clairement ici pour les produits d'hygiène. Si on prend un exemple ici, vous allez voir Airwick, Calgon, Finish, Lysol, Vanish. Voilà, vous avez quoi d'autre ici, voilà, je ne connais pas cette marque ici. Donc, en produit de santé ici, Durex, on se connaît, tout le monde connaît Durex. Vite, Gaviscon, Nurofen, voilà, Strepsil. Donc, voilà, ce sont des médicaments en vente libre. Même pas que des médicaments, mais également, voilà, ça, ce sont des produits pour l'épilation, d'accord? Donc, Strepsil également, je pense que c'est pour les maux de gorge, dépendamment. Donc, vous avez également Durex, on sait à quoi ça sert. Donc, à la fin de la journée, après ça, nous avons la gamme Nutrition. Nutrition, si vous avez des enfants, certainement ici, ils prennent généralement du lait. Donc, à la fin de la journée, Enfa, Nutrigenic, Nucramigène, donc Move Free, ce genre de choses-là. Donc, à la fin de la journée, voilà, ils ont des produits pour tous les goûts. Donc, comment est-ce que ça se répercute au niveau des marges ici? Les revenus sont croissants. D'accord, vous constatez que le revenu, voilà, la croissance est de 3% sur les 10 dernières années. On constate ici que les marges brutes sont également à peu près stables, 60% par là. Marge opérationnelle également 25% par là, même si on a une baisse sur les dernières années. Peut-être que c'est parce que on investit massivement pour la pub ou bien, voilà, il y a une pression au niveau de la baisse au niveau des marges opérationnelles. Ça peut être temporaire. Mais ici, vous constatez que, voilà, en termes de dividendes, ici c'est une entreprise qui distribue un dividende à peu près de 1,74 livres sterling, d'accord, parce que c'est ici en livres sterling. Donc en termes de free cash flow, de capacité de free cash flow, c'est une entreprise qui a une capacité de génération de free cash flow aux alentours de 2 milliards par an, d'accord. Ne prenez pas en considération ces dernières années, c'est sans doute qu'il y a des légères restructurations, donc il faudrait regarder ça en profondeur ici, mais je pense que c'est une possibilité d'avoir de 2 milliards par an en moyenne. Donc qu'est-ce que ça donne ici en termes de rendement? Donc, le dividende actuellement donne un rendement je n'arrive pas à voir le rendement ici. Donc, on va aller sur Yahoo Finance ici. On met Yahoo. Non, on va directement ici, vu que ça nous donne Yahoo Finance ici. Donc, on va sur Yahoo directement. Yahoo nous donne ici un rendement à peu près de 2,90%, d'accord, en termes de rendement du dividende. Donc, c'est le forward dividend yield, donc dividende pour les prochaines 12 mois, estimé à 2,90%. Donc, on s'était dit ici, on a vu ici 1,74, 1,75, c'est à peu près la même chose. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité du free cash flow en termes de dividende, quel est le rendement que vous allez obtenir? Donc, je vous ai dit que les free cash flow ici sont aux alentours de 2 milliards. Donc, 2 milliards divisé par 43 milliards, qui est la capitalisation boursière ici aujourd'hui. On a aux alentours de 4,65%. Donc, ce n'est pas comme si nous avons une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais le prix actuel n'est pas également mauvais. Mais si on le prend en considération par rapport à la valeur d'entreprise ici, donc qui prend en considération le niveau d'endettement qui est de près de 9 milliards par là, on a un rendement à peu près de 4%. Donc, ça va. Le dividende est safe, d'accord? On a une possibilité de faire croître ce dividende-là entre minimum 4 à 5% par là, d'accord? Donc également, on aura également tendance à faire croître le revenu ici dans le futur. Donc dans tous les cas de figure, je dirais que le prix actuel ne représente pas une opportunité d'investissement. Si vous l'achetez, au mieux, vous allez voilà, à peu près garder le prix ne va pas beaucoup bouger. Vous constatez ici que, regardez, depuis 2017,
Le prix n'a presque pas bougé. Il a fait du surplace depuis 2017. C'est le problème si vous achetez une entreprise qui est déjà surévaluée. Pendant très longtemps, le prix ne peut juste pas bouger. Vous allez juste encaisser vos dividendes. Peut-être que vous êtes content d'encaisser du 3% par an, mais dites-vous que je viens de perdre 5 ans à faire du 3% par an, alors que j'aurais eu la possibilité, par exemple, de faire du 15% sur une entreprise ou bien du 7% de rendement sur une autre entreprise de meilleure qualité ou bien de qualité équivalente. Donc ici, vous constatez une chose, c'est que voilà, c'est une stabilité des revenus, stabilité des marges. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Je vous dirais que non. Idéalement, j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de 30 livres sterling par là. Mais ça, c'est mon prix. D'accord? La valeur ici est aux alentours de 60 livres sterling. Donc, en date d'aujourd'hui, la valeur est correcte. Mais en termes de prix ici, mon prix d'acquisition sera aux alentours de 30 à 40 livres sterling. Mais ça, c'est mon prix. D'accord? Donc, faites vos propres recherches. Mais ça reste une belle entreprise ici de qualité qui mérite être dans n'importe quel watchlist. Et les marges et les revenus le prouvent. Donc, ensuite, on passe sur la troisième entreprise, Imperial Brands. Donc, encore une fois, compagnie de tabac. Vous avez remarqué que les compagnies de tabac sont sous-évaluées depuis plusieurs années. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? D'accord? Alors qu'elles n'ont pas tendance, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et toutes ces compagnies-là sont en train de se diversifier dans le secteur du cannabis. Donc ici, par exemple, je vais directement à Imperial Brands, je vous donne les revenus ici. Nous avons des revenus à peu près aux alentours de 31-32 milliards, donc les revenus sont croissants. Les marges également ici sont à peu près stables, d'accord? Même s'il y a une légère pression à la baisse ici, il faudrait également savoir pourquoi. Nous avons également une tendance ici à dégager des free cash flow de l'orgue à peu près, voilà, aux alentours de 3 milliards de livres par an, d'accord? Donc, cette entreprise distribue en date d'aujourd'hui un dividende qui est aux alentours de 1,38 livres sterling. Donc, est-ce que ce dividende-là est durable? On va se poser la bonne question ici. Donc, on va se dire, dépendamment du rendement du free cash flow ici. Donc, on a un free cash flow ici de près de 3 milliards par an. Donc, 3 milliards divisé par, je vais l'arrondir à 17, d'accord, qui est la capitalisation boursière ici. Ça vous donne un rendement de 17%. Donc, si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui et qu'elle vous reverse uniquement les free cash flow actuels qui sont de l'ordre de près de 3 milliards, en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 17%. 17%. So, je ne sais pas où vous allez rencontrer une opportunité pareille à nouveau, mais c'est une entreprise qui a clairement les capacités de pouvoir vous payer ce dividende-là. Évidemment, elle avait un niveau d'endettement pas assez élevé, mais elle a choisi de baisser le dividende ici pour pouvoir repayer la dette, d'accord? Il faut également voir dans les rapports financiers qu'est-ce qu'ils disent par rapport, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison particulière pour baisser ce dividende-là. Mais il faut aller regarder ici, parce que le dividende à la base, il est déjà safe. Donc, il faut aller regarder dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a baissé, mais en date d'aujourd'hui, même avec le rendement actuel, il est totalement safe. On a 9% de rendement en période d'inflation. Je comprends que c'est la cigarette, ça peut repousser certaines personnes, mais excusez-moi, mais à la fin de la journée, si vous avez des problèmes d'éthique, je comprends, mais on a une opportunité d'investissement ici. D'accord? Les revenus n'ont pas baissé depuis plusieurs années. Pourtant, vous savez que le secteur du tabac souffre en termes de législation depuis plusieurs années. Mais en termes d'opportunités d'investissement, on en a une. On a une grosse opportunité, je vous dirais. Mais attention, les cours commencent à remonter un tout petit peu. Donc, depuis toutes ces années-ci, on a une baisse. Donc, ceux qui font du DCA depuis 2016 souffrent énormément. Mais en date d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait une légère remontée dans tous les cas de figure. Prendre 10%, près de 9% en termes de dividendes chaque année, franchement, je ne dirais pas non. Je ne dirais vraiment pas non. Vu que le 10% de rendement moyen par an, c'est le minimum que je demande généralement. Vu que j'ai un objectif de 15%, mais le minimum, généralement, c'est 10% de rendement. Donc, ça représente à peu près, par rapport au prix, ça représente à peu près 60% globalement. Donc, ici, le prix est totalement bon. Donc, allez-y, lisez vos rapports financiers. Si vous avez des problèmes d'éthique, ce n'est pas l'entreprise pour vous ici. Et si vous aimez le dividende, c'est clairement une entreprise que vous devez avoir en portefeuille. Donc, on continue avec la dernière entreprise qui est Nestlé. J'en ai parlé sur une vidéo ici. Vous avez parfaitement mon avis sur Nestlé sur cette vidéo-là. Donc ici, je dirais juste une chose. Pour moi, Nestlé ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Le dividende, je dirais que oui, il est safe. Mais ça ne représente en aucun cas une opportunité d'investissement. Parce que si on me distribue la totalité des dividendes de Nestlé ici en termes de free cash flow, donc Nestlé stock, on va juste faire ici. Donc je vais même écrire gentil en prenant qu'elle a une capacité de free cash flow de 16 milliards. Donc si on prend ici 16 milliards divisé par 300 milliards de capitalisation boursière, donc 300 milliards de francs suisses, ça fait un rendement de 5%. Donc le prix actuel n'est pas mauvais.
dans le sens où, voilà, ça ne représente pas une opportunité d'investissement non plus. Donc, voilà, c'est juste correct ici. Moi, je ne vais pas l'acheter à 50, à 107 francs suisses. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui a la capacité de faire des acquisitions. Voilà. Donc, il y a une capacité de croissance qui est également ici. Donc, peut-être que l'entreprise également a une capacité d'augmenter les prix pour être de plus en plus rentable. Donc, à la fin de la journée, voilà, il y a des petits éléments qu'ils peuvent utiliser comme ça pour générer la croissance. Donc, mais c'est une belle entreprise. Qu'on se dise la vérité, c'est une belle entreprise. Je vous dirais même que le prix actuel, il est correct. Il ne dérange pas. C'est un bon prix. Sauf que avec la baisse, l'augmentation des taux d'intérêt, je peux faire être de plus en plus prudent et me focaliser uniquement là où j'ai une qualité exceptionnelle, donc un potentiel de rentabilité exceptionnel, d'accord, tout en ayant une entreprise qui est safe. Donc, ici, ça sera tout pour le secteur de la consommation durable. On va continuer le top 5, d'accord, mais maintenant, on va parler du top 5 dans le secteur healthcare, qui est toujours dans le super secteur de la consommation défensive. D'accord? Donc ici, le super secteur, c'est la consommation défensive. Et dans le super secteur de la consommation défensive, vous avez la consommation durable. Vous avez ou consumer staple, dépendant de comment vous voulez l'appeler. Vous avez également ici, voilà, je vais vous donner le document de Morningstar ici. Donc, je le mets toujours, je l'ai tellement donné au début des autres vidéos que Morningstar Sector. Donc ici, Morningstar Sector Structure. Donc, on prend ça. On va regarder ça ici rapidement. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Secteur, voilà. OK. Donc, consommation défensive. Vous avez également ici, ça c'est le super secteur défensif. Dans le super secteur défensif, vous avez la consommation défensive ou consumer staple, dépendamment de comment vous voulez l'appeler. Vous avez le healthcare, vous avez les utilities. D'accord? Tout ça fait partie de la consommation défensive. Toutes les vidéos que j'ai fait ici sur la chaîne précédemment, donc les vidéos que vous allez voir sur les tops ici, YouTube. Donc, on va directement sur la chaîne ici. Je vais vous montrer toutes ces vidéos-là. Au moins, ça va vous donner une idée générale ici de ce qu'on a fait, de ce qu'on vient de faire ici. Donc, je me suis focalisé sur ces entreprises-là parce que pour moi, ici, en période d'inflation, il est très, très important de se focaliser uniquement sur la qualité, uniquement sur des entreprises sur lesquelles on a la possibilité de pouvoir au moins maintenir des marges, d'accord? Donc, ça, c'est toute la consommation durable. C'est uniquement des entreprises qui sont dans la consommation durable. Donc, les deux seuls tops qui ne sont pas dans la consommation durable ici, où j'ai fait à peu près, voilà, j'ai fait des tops à peu près par rapport aux entreprises que j'avais déjà analysées sur la chaîne. Donc, ce sont ces deux-ci. Donc, toutes les vidéos qui sont actuellement ici, je vais les mettre dans une playlist que je vais appeler consommation défensive. D'accord? Donc, cette playlist-là est ici. Vous pourrez la retrouver là. Donc, top 5 anti-inflation. Voilà, c'est un peu pompeux, mais défensif. Ça, c'est exactement là que je vais ajouter ces top-là. Donc, présentement, c'est un top 4, mais je parle de top 5. Il y a des top 8. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas le chiffre qui compte. Donc, ça sera la dernière vidéo pour la consommation, pour le consumer staple. Donc maintenant, si vous voulez investir dans les consumer staple, bien la consommation durable ici, vous avez l'ensemble de vidéos ici qui a couvert essentiellement toutes les entreprises de qualité dans le secteur. Je dis bien toutes sans exception. Enfin, selon moi, d'accord? J'ai parlé uniquement des entreprises européennes et américaines. Également, il y a des entreprises chinoises dans ce secteur qui sont également de qualité, mais je n'en ai pas parlé, d'accord? Donc, on a déjà, c'est à peu près une cinquantaine d'entreprises ici, ça fait déjà beaucoup. D'accord? Donc, on va se limiter là et on se donne rendez-vous pour le prochain top. Donc, toutes les semaines qui vont suivre, je vais juste faire des tops tous les jours. D'accord? Ça sera uniquement des entreprises de qualité, et uniquement des entreprises qui exercent dans des secteurs peut-être différents, mais qui sont de qualité et qui méritent d'être dans n'importe quel watchlist. Certaines seront sous-évaluées ou pas, mais dans tous les cas de figure, ça sera ça. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.